Alors bonjour à tous, je suis le professeur Stéphanie Baïf et j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Thomas Demestre avec qui nous allons échanger au sujet de la lumière bleue. Et nous allons pouvoir, je l'espère, rétablir quelques vérités à ce sujet. Thomas. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de m'avoir sollicité pour cette interview, c'est vraiment très sympathique. Donc Thomas, tu es le co-auteur d'une magnifique publication dans l'American Journal of Ophthalmology de février 2022 qui va s'afficher à l'écran. Donc, cette publication réunit de grands auteurs comme Christine Curcio et Olivier Findel, et elle a été menée par le professeur Martin Meinster. Donc, avant que nous abordions le principe de lumière bleue, Thomas, est-ce que tu peux déjà nous définir ce qu'est la lumière bleue ? Je crois que la décomposition de la lumière blanche, c'est une notion qui est familière pour les ophtalmos, peut-être encore plus pour ceux de ma génération, puisqu'en 1973, on a vu arriver le disque de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, et sur la pochette noire, il y avait un prisme au milieu, et on voyait la lumière blanche incidente et le spectre décomposé de la lumière. Je pense que ça a dû susciter des vocations. Donc les bleus sont bien sûr situés entre les violets et les verts. On place la limite peut-être de façon un petit peu arbitraire entre 440 et 500 nanomètres. Et les ophtalmos aiment bien rappeler à leurs contemporains que si le ciel est bleu, c'est parce que les photons bleus sont un peu plus énergétiques que les autres. Une partie des photons bleus reste dans l'atmosphère avec des interactions au niveau des couches les plus hautes de l'atmosphère. D'ailleurs, il y a un phénomène qui est un petit peu inverse le soir lors du coucher de soleil, lorsque le ménisque d'atmosphère est un petit peu plus important et que la lumière est tangentielle. La lumière bleue est arrêtée, la lumière verte est arrêtée, les jaunes sont arrêtés, il n'y a plus que les oranges et les rouges qui passent. Ça illustre aussi le fait que ces photons ont peu d'interaction parce qu'ils sont peu énergétiques et ça donne des jolis dégradés au niveau du coucher de soleil. D'accord. Alors maintenant, puisque tu as en fait défini la lumière bleue, pourquoi on parle de la lumière bleue finalement ? Quelles sont les propriétés de la lumière bleue par rapport aux autres longueurs d'onde ? Finalement, l'œil humain s'est développé en fonction du spectre de la lumière solaire. Il est logique que toute l'étendue du spectre de lumière visible soit utile. Alors il y a des choses qui sont connues bien sûr depuis des années, peut-être les années 80, les années 90, comme l'utilité de la lumière bleue pour le fonctionnement des bâtonnets. On sait que la lumière violette et bleue fournit 45% de la sensibilité scotopique utilisant les bâtonnets. Et c'est particulièrement important chez le sujet âgé parce qu'il y a un myosis pupillaire progressif, il y a une perte des bâtonnets périfovéaux. Et les auteurs ont montré par exemple que la réduction de la vision médiée par les bâtonnets dans les environnements sombres favorisait les chutes. Alors, il y a un autre élément qui a été mis en évidence plus récemment, plutôt au cours des années 2000, c'est qu'il y a 1% environ des cellules ganglionnaires qui s'apparentent à des photorécepteurs. C'est les cellules qui contiennent de la mélanopsine, qui sont sensibles à la lumière bleue, donc aux alentours de 460 nanomètres. Et elles transmettent un signal vers les noyaux suprachiasmatiques, ça permet de régler nos rythmes circadiens. Ce qui est intéressant, c'est que pour stimuler ces cellules, il faut des niveaux de lumière bleue relativement élevés. Et ça correspond à une expérience qu'on a tous fait lors d'un décalage horaire, par exemple. Si on voyage vers les États-Unis pour un congrès, on s'enferme dans des salles sombres et même avec le stress du congrès, on a un petit peu de mal à se recaler. Par contre, si on voyage pour des vacances au soleil, le recalage va se faire beaucoup plus facilement. Là aussi, c'est un phénomène qui est fragile chez nos sujets âgés, puisqu'ils ont tendance déjà à s'abriter un petit peu du soleil. Et des auteurs ont pu montrer récemment que l'insomnie, la dépression, même la cognition étaient affectés par les troubles du rythme circadien et que ces troubles étaient réversibles après une exposition, on va dire, adéquate à la lumière ambiante. D'accord. Mais pourtant Thomas, donc là tu nous parles de la fragilité de nos aînés devant la lumière bleue finalement qu'ils ne vont pas rencontrer suffisamment, alors que le mot courant, enfin actuellement le mot d'ordre c'est attention à la lumière bleue, c'est toxique, il faut protéger ses yeux de la lumière bleue, donc finalement on va aboutir plutôt à un retrait de la lumière bleue, ou en tout cas à essayer de limiter les contacts entre l'œil et la lumière bleue. Et donc les industriels vont vanter les mérites des filtres anti-lumière bleue, dans les lunettes, dans les implants. La première question, c'est d'où ça vient ? Comment en est-on arrivé là, en fait, de cette, entre guillemets, toxicité de la lumière bleue ?
Je dirais que concernant le grand public, on va dire que les industriels ont certainement surestimé l'intérêt de filtrer la lumière bleue. Ils ont fait de la publicité pour des systèmes de filtres, comme tu le disais, et cette publicité contribue au ventre. Concernant les ophtalmos, je pense qu'une partie du problème vient un petit peu du caractère transversal du thème de la lumière bleue. C'est-à-dire que notre spécialité est un petit peu cloisonnée entre segment antérieur et segment postérieur. Et si on affirme à des spécialistes du segment antérieur que les rétinologues en général ont dit qu'il fallait conseiller des implants jaunes pour prévenir une toxicité de la lumière bleue, les spécialistes peuvent être influencés. Et à l'inverse, lorsque des rétinologues constatent que leurs collègues mettent des implants jaunes, souvent ils n'osent pas intervenir parce qu'ils se disent que ça sort un petit peu de leur domaine de compétences. Et finalement, en ophtalmo, je pense qu'on ne sait plus très bien qui a défendu cette idée de toxicité de la lumière bleue, parce que le message est finalement surtout passé par les fabricants. Et ça donne peut-être une fausse idée de quelque chose qui est établi. Et en fait, tu sais bien, les données sur les dangers de la lumière bleue, donc ça provient d'expériences qui ont été réalisées chez des singes rhésus anesthésiés, donc qui ont subi des irradiations par des lampes au xénon à 2500 watts. On a irradié donc ces singes pendant 1 à 1000 secondes et ça a déterminé des brûlures de la choroïde et de la rétine. D'ailleurs, je veux dire, le spectre de ces lampes au xénon en fait, reproduit la lumière blanche. Donc on aurait même pu parler peut-être de toxicité de la partie gauche du spectre de la lumière visible. Peut-être que pour faire simple, on a parlé de toxicité de la lumière bleue. En tout cas, le terme a été utilisé comme ça et puis le concept a été exploité, on va dire. D'accord, mais l'exposition qu'il y avait dans ces études n'est pas l'exposition qu'on va trouver habituellement dans une vie de tous les jours quand on sort à l'extérieur, par exemple. Non, on dit que les irradiations lumineuses donc, qui ont provoqué ces lésions chez le singe, ça n'a rien à voir avec l'éclairage intérieur ou extérieur. On est environ 1 million de fois inférieur. Alors ça, c'est pour l'éclairage solaire, comme tu disais, extérieur ou intérieur. Mais bon, à un moment donné, en fait, les industriels parlaient de la dangerosité des écrans LED, de nos smartphones, de nos tablettes. Ils ont en particulier pointé du doigt le Retina. Qu'en est-il en fait? Et il y a une grosse campagne de mettre des filtres bleus sur les ordinateurs ou des lunettes spéciales ordinateurs pour se protéger les yeux de cette lumière bleue. Je crois qu'il y a deux aspects. Bon, d'une part, les niveaux d'illumination de la rétine lorsqu'on regarde un écran d'ordinateur ou un smartphone sont encore plus bas que ceux de la lumière ambiante. D'ailleurs, on a tous essayé de travailler sur l'ordinateur dans le jardin. C'est un petit peu difficile dès qu'il y a un rayon de soleil ou pareil, si on consulte un smartphone au soleil, on est un petit peu gêné. Par contre, oui, les problèmes oculaires associés au travail sur écran, la possibilité d'influer sur le développement d'une myopie, ou le fait que des adolescents pourraient perturber leur rythme circadien en regardant des écrans tard la nuit, tout ça existe certainement, mais ça n'a rien à voir avec une toxicité rétinienne de la lumière bleue. Alors, bon, parce que maintenant, puisque tu fais vraiment le point sur cette toxicité qui n'en est pas une, donc certains vont pouvoir t'objectiver. Certes, il n'y a pas de toxicité, mais on n'est pas encore sûr de la liaison qu'il peut y avoir en fait entre la lumière bleue et le risque éventuel de dégénérescence maculaire liée à l'âge, soit de lésions précurseurs, soit d'évolution de lésions précurseurs vers une DMLA atrophique ou exsudative. Donc, quel est le rationnel scientifique pour ce lien entre lumière bleue et DMLA? Je dirais qu'il y a une vingtaine d'années, on pouvait encore douter. Tu te souviens quand on mettait lumière bleue avec un point d'interrogation parmi les facteurs de risque de la DMLA. Peut-être parce qu'à l'époque, il y avait quelques études qui avaient montré la possibilité d'un lien entre exposition à la lumière et DMLA. Je crois qu'il y avait l'étude de Taylor en 92, l'étude de Tomani en 2004. Je pense qu'entre-temps, les études ont une méthodologie plus rigoureuse et elles ont plus montré d'effet, de lien entre l'exposition à la lumière et l'incidence de la DMLA. Puis surtout, il y a une méta-analyse qui a été publiée donc, en 2018 par Zhu, qui a repris donc, les données de 14 études antérieures. Ça totalise quand même 40 000 patients, 40 000 sujets. Et les auteurs ont conclu à l'absence de lien entre l'exposition à la lumière ambiante et l'incidence de la DMLA.
Il y a même un petit élément complémentaire qu'on pourrait citer, c'est l'étude AREDS. Tu sais que l'étude AREDS a été débutée dans les années 90, avant que les implants jaunes soient sortis. Et donc, les patients de l'étude AREDS ont eu des implants transparents. De risque démontré dans l'étude AREDS entre chirurgie de la cataracte et des MLA. Mais toutes ces études, elles sont épidémiologiques. Donc, il faut souvent des grosses cohortes de patients pour être capable de démontrer un lien de causalité ou un lien de corrélation entre deux événements. Donc, les industriels vont te dire, bon, ben, certes, on ne retrouve pas de lien sur les études épidémiologiques, mais il y a des études in vitro qui vont retrouver un lien. Elles sont effectuées, par exemple, sur des cellules de l'épithélium pigmentaire. Ça pose une question. Est-ce que ces études in vitro sont capables de démontrer réellement une toxicité ou un lien entre la lumière bleue et la DMLA? Est-ce que ce sont des modèles qui sont pertinents? Est-ce que ce sont des modèles qui sont fiables? Et est-ce que leur résultat peut être corrélé ou pas? Parce que tout dépend évidemment du modèle. On peut trouver des modèles qui ne veulent rien dire et qui ne sont pas en fait acceptables en pratique ensuite. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que souvent on aime bien avoir trois types de choses, avoir à la fois des études expérimentales, des études d'observation et après des études d'intervention qui permettent de montrer quelque chose. En fait, concernant la lumière bleue, on n'a aucun des trois éléments. Alors les études que tu citais, donc sur la phototoxicité rétinienne utilisant des cellules pigmentaires en culture, elles avaient été réalisées justement pour tenter de montrer que les implants ou les lunettes bloquant les bleus pouvaient protéger de la DMLA. Donc c'est vrai que les auteurs ont réalisé des irradiations lumineuses qui ont déterminé des altérations cellulaires, et quand on a mis un filtre bleu, on avait une diminution de ces lésions. Le problème, c'est à nouveau, ce sont des cultures cellulaires. On a du mal à imaginer qu'on puisse modéliser la DMLA avec une simple culture d'épithélium pigmentaire. La DMLA, tu sais bien, c'est une maladie complexe qui implique l'épithélium pigmentaire, les photorécepteurs, puis surtout c'est une maladie chronique avec des facteurs génétiques importants. Et puis justement, ce caractère chronique, on ne peut pas le simuler avec une lésion aiguë. Martha Messler aime bien souvent dire que si on envoie de l'eau bouillante sur la peau, ça va générer des lésions, mais c'est en aucun cas une façon de simuler les douches qu'on peut prendre tout au long d'une... c'est une très belle comparaison. Non, c'est très imagé, c'est très intéressant. Après, il y a un autre petit élément complémentaire, en fait, c'est sur l'A2E. Tu te souviens, l'A2E, donc c'est le composant principal de la lipofuchine qui s'accumule dans les cellules de l'épithélium pigmentaire. Des auteurs ont voulu utiliser l'argumentaire sur l'A2E en disant que ce composé, donc, qui est présent dans les cellules de l'épithélium pigmentaire, qui compose la lipofuchine, qui est autofluorescent d'ailleurs, ce composé donc, pourrait être à l'origine d'un effet photochimique initié par la lumière bleue. Alors le problème, c'est qu'il y a effectivement un pic de l'A2E dans les bleus, mais ce pic, quand on va vers la partie gauche du spectre, ça diminue rapidement. Donc ça ne cadre pas bien avec l'idée de lésions qui augmenteraient avec l'énergie des photons. L'autre élément, c'est qu'il y a plusieurs publications qui ont montré récemment que l'A2E était plus concentré en périphérie qu'au centre de la rétine. Donc ça ne cadre pas bien avec la topographie des lésions de la DMLA qu'on connaît. Oui, donc en somme, ce que tu dis, c'est que bon, on n'a pas de preuve fiable du tout d'une toxicité de la lumière bleue. Et bon, alors à la limite, si on la filtre dans des filtres ou les implants intraoculaires et que ça ne sert à rien, bon, ça ne sert à rien, c'est pas nocif, mais il semble quand même que la lumière bleue soit bénéfique, qu'elle ait une utilité. Et à défaut d'être utile, en fait, est-ce que ces filtres ne vont pas avoir l'effet inverse, c'est-à-dire finalement avoir une part, être délétères? Je dirais que concernant les lunettes qui filtrent les bleus, peut-être que l'intérêt au moins c'est qu'on peut les retirer. Alors on imagine mal un effet délétère chez des sujets jeunes. Par contre, c'est sûrement différent chez des sujets âgés parce que il y a une perte de bâtonnets, d'autant plus si les patients ont une DMLA même débutante. Donc on ne recommanderait pas ces verres filtrant les bleus chez des sujets âgés, surtout s'ils ont une DMLA. Après, le problème semble surtout lié aux implants jaunes qui sont posés justement chez des sujets âgés qui ont
un myosis pupillaire progressif, qui ont une certaine perte de bâtonnets, une certaine perte de cellules ganglionnaires. Donc ils ont tout pour freiner déjà l'effet de la lumière bleue. Ces implants diminuent de façon permanente une partie de la vision des bâtonnets qui est utile lorsque la luminosité est réduite, donc ça implique un risque de chute. Les implants jaunes diminuent aussi la photoréception par les cellules ganglionnaires chargées en mélanopsine, donc il va y avoir un risque de troubles du sommeil, de dépression, de troubles cognitifs. Alors, bon, du coup, tout ce que tu viens de me dire, c'est assez percutant et ça rejoint un peu les conclusions de votre article qui sont quand même assez nettes. Dès l'introduction, en fait, on place bien le sujet pour faire en sorte que, eh bien, on puisse maintenant avoir une médecine fondée sur des preuves. Donc, clairement, suite aux preuves, quelles sont les conclusions et les messages clés en 2-3 phrases simples par rapport à l'éventuelle toxicité de la lumière bleue? Je dirais que d'une part, il y a des publications récentes qui ont montré que la lumière bleue était encore plus utile qu'on ne le pensait auparavant. Et puis d'autre part, le message clair aussi, c'est qu'il a bien été montré que les niveaux de lumière ambiante ne sont pas un facteur de risque de la DMLA. Et pour un patient qui vient te voir en consultation et qui te dit je viens parce que je voudrais une prescription de lunettes pour faire une lunette pour mon ordinateur anti-lumière bleue ou j'ai peur de la lumière bleue, qu'est-ce que tu vas lui répondre? On va le rassurer, on va expliquer ces notions, ça dépendra aussi un petit peu de son âge. C'est vrai que si j'ai un sujet d'une trentaine d'années, s'il demande des lumières, des lunettes avec des filtres bleus, c'est peut-être pas gênant de lui prescrire. Par contre, si c'est un patient donc, qui a une DMLA, on sera beaucoup plus vigilant. De même, vis-à-vis des patients qui ont une cataracte, ou si on les adresse à un collègue pour être opéré, on va préciser l'intérêt de mettre un implant incolore pour préserver la lumière bleue qui est si utile. Je pense qu'il est aussi utile de communiquer avec les collègues, en fait, parce que c'est un thème des fois qu'on n'ose pas aborder. Donc je pense qu'il est intéressant d'échanger. Je pense que c'est ce que tu fais aussi avec cet interview. Oui, c'est ce que nous faisons tous les deux et c'est vrai que le sujet est vraiment, vraiment intéressant. Je te remercie pour ces éclaircissements. Je vous invite tous à lire ce très, très beau papier dans l'American Journal d'Ophtalmologie. Et écoutez, si vous avez apprécié cet entretien entre Thomas et moi-même, à pouvoir le partager entre collègues et ensuite en parler avec vos patients. Merci à tous. Merci Thomas. Merci infiniment Stéphanie. Au revoir. Au revoir.